Bonsoir, c'est la rentrée, le stress nous ronge, mais nous ne sommes pas les seuls. Nos enfants et nos adolescents aussi en sont victimes. Un récent rapport de l'UNICEF révèle qu'un tiers des 6-18 ans sont en souffrance psychologique. Quels sont les facteurs, les conséquences de ces tensions au quotidien? Comment les reconnaître? Comment prévenir et gérer le stress? C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre avec nos invités. Jeanne Suot-Fachin, psychologue et fondatrice des centres de diagnostic et de prise en charge des troubles et des apprentissages scolaires, les fameux Cogito Z. Vous êtes également auteur de nombreux ouvrages sur l'aide aux enfants et aux adolescents en difficulté. Enfin, Jean-Martin Bonetti, vous êtes chef du service pédopsychiatrie de l'hôpital de Castellucci à Ajaccio. Merci à tous les deux de participer à cette émission. Alors, le stress chez l'enfant et l'adolescent est-il encore tabou ou ce n'est plus un secret pour personne? Alors, moi, je crois que vraiment le stress, c'est quelque chose qui fait complètement partie de nos vies aujourd'hui, qui fait complètement partie aussi de la vie des enfants, mais de la vie des familles. C'est-à-dire que tout le monde est sous pression et ce stress est ressenti par tous, avec une espèce de spirale qui se met très rapidement en place, parce que le stress des enfants, en particulier avec l'école, et on y reviendra, va aussi générer du stress chez les parents, qui vont être dans une inquiétude par rapport à leurs enfants, et qui du même coup vont créer du stress qui va tourner comme ça, avec un stress qu'on va retrouver un peu dans tous les secteurs de la vie de l'enfant. Et malheureusement, de plus en plus tôt, en tout cas, c'est vraiment une constatation des consultations en psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Quelle est votre définition? Est-ce qu'aujourd'hui, chez nous, c'est encore un sujet tabou où tout le monde en parle et vous vous en rendez compte au sein de vos consultations? Alors, une petite mise au point. On est resté sur le mauvais aspect du stress. C'est-à-dire que pour nous, le stress, c'est quelque chose de forcément négatif. Le stress, c'est la vie. Il ne faut pas l'oublier. C'était dans la définition de Hans Selye, qui avait défini exactement ce que c'était le syndrome d'adaptation. Les anglo-saxons disent le stress, spice of life and kiss of death. C'est-à-dire l'épice de la vie, mais aussi le baiser de la mort. Il en faut un petit peu, mais il en faut pas trop. Donc il ne faut pas oublier que le stress, c'est avant tout la vie, mais il y a aussi le bon stress et le mauvais stress. Et c'est du mauvais stress qu'on va parler aujourd'hui, celui qui a des effets délétères. Alors, les enfants et les ados sont de plus en plus stressés. Comment l'expliquer et pourquoi? Moi, je pense qu'il y a un contexte, il y a un contexte autour de la pression qui pèse sur les épaules de tout le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'enjeu, par exemple, de la réussite scolaire est au centre des préoccupations. Il y a eu un récent sondage de l'INSEE qui montrait que plus de 50% des parents étaient d'abord inquiets pour la réussite scolaire de leur enfant. C'est-à-dire qu'il y a une association entre la réussite à l'école et tout va bien, ce qui est une association très erronée, parce qu'on peut avoir un enfant qui va bien à l'école et qui pour autant est particulièrement stressé. Mais l'enjeu autour de la réussite scolaire, l'enjeu de l'école est devenu un truc dans notre société qui est tellement au centre qu'il y a cet enjeu de réussite à tout prix, parce que tout le monde a peur. Il faut pas oublier, Jean-Martin Bonetti le disait, c'est-à-dire que le stress, c'est aussi la peur. C'est associé à la peur. La peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être un bon parent. Et pour un parent, un enfant qui réussit, globalement, ça vient signifier qu'il est un bon parent. Donc ça lui renvoie une image de bon parent. Et un enfant en difficulté, quelle que soit sa difficulté, alors ça remet en question le parent. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de spirales autour de ce stress. Jean-Martin, qu'est-ce que vous avez constaté en Corse où l'enfant est roi, hyper protégé, on a l'impression que tout se passe bien pour lui? Par rapport au stress, est-ce que vous trouvez qu'on est dans la moyenne nationale aussi? Je sais pas, je saurais pas vous dire si on est dans la moyenne nationale, mais j'abonde tout à fait dans le sens de ma collègue, à savoir que la notion de performance est une notion qui est de plus en plus prégnante de nos jours. Ça se ressent dans le milieu scolaire, mais ça se ressent dans plein d'autres milieux. Et évidemment, comme cette notion est très proche de la notion de stimulation, de performance et donc de stress, il est évident qu'on se retrouve de plus en plus confronté à des adolescents, en tout cas moi je le vois, qui font des burn-out, comme on le voit chez des employés, on va en parler tout à l'heure, chez des employés dans des grandes entreprises. Je vois des adolescents maintenant qui, en milieu scolaire, sont confrontés à des véritables burn-out. Alors même en milieu rural, chez nous, le stress touche les enfants. Nous nous sommes rendus au Centre de planification et d'éducation de la Corse du Sud. Je vous propose d'écouter Nicole Carlotte, responsable du centre. Alors je dirais qu'ils ne sont pas
beaucoup plus stressés qu'ailleurs. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué pour eux parce que, en raison de l'isolement, hein, du manque de structure, du manque peut-être de spécialistes, d'associations, puis dans les petits villages, d'un isolement complet, quoi. Donc quand ils sont stressés, c'est un petit peu plus compliqué peut-être. C'est surtout le stress par rapport à la relation à l'autre, savoir comment ils sont, s'ils sont normaux, s'ils sont dans la norme, s'ils sont acceptés, s'ils sont la relation sexuelle, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. Voilà, ce sont des inquiétudes de l'ordre de tous les jeunes, je pense. Hein. En tant que centre de planification, on voit les jeunes essentiellement qui ont des problèmes par rapport à la relation à l'autre. Mais effectivement, les problèmes familiaux peuvent être soit à l'origine de leur stress, déjà, soit majorer leur stress, puisque certainement, quand on a un problème à la maison, quand à la maison ça va pas trop, c'est plus difficile de parler de ses angoisses aux parents, parce que on n'aura pas envie de les inquiéter, on n'aura pas envie de rajouter du stress, et qu'on va garder pour soi les petites choses quotidiennes, quoi. Voilà. De quelle façon les prenez-vous en charge ? Alors nous, donc dans ces centres, c'est anonyme, hein, donc en théorie, on ne doit pas le répéter aux parents et à l'entourage de l'enfant. On va essayer, dans la mesure du possible, de les convaincre d'en parler à leurs parents, parce que c'est quand même leurs meilleurs alliés. Sinon, on va essayer de les orienter sur la maison des adolescents. On va les orienter aussi, on va travailler avec l'éducation nationale. On travaille beaucoup avec l'éducation nationale, avec l'infirmière scolaire, avec l'assistante sociale scolaire. Et donc par ces biais-là, on va essayer de prendre en charge l'enfant. Et puis chez nous, il y a des conseillères conjugales qui sont là pour ça, pour les accueillir, pour faire des entretiens avec eux, pour qu'ils s'expriment, pour essayer de les aider à trouver leurs propres solutions. Donc elles sont là pratiquement tout le temps dans le service et elles les reçoivent sans rendez-vous, le temps qu'il faut. Donc il y a des jeunes quelquefois qui viennent comme ça pendant un mois pratiquement tous les jours. Et puis après on les voit plus jamais, quoi, parce que après tout va bien. Voilà, après tout va bien. Alors Jeanne, vous allez nous expliquer ce qu'est le stress. Oui, enfin, je vais tenter une explication quand même du stress. Et effectivement, le stress, en fait, dans sa définition générale, c'est une réaction physiologique de l'organisme pour s'adapter. Donc, comme le disait Jean-Martin Bonetti tout à l'heure, on a besoin du stress pour vivre. Sans stress, on ne peut pas vivre. Et dans le stress, il y a deux phases. C'est-à-dire une première phase où, effectivement, on est stressé, c'est-à-dire on est confronté à une situation. Alors, soit dans la tête, on se dit « je peux y arriver », j'ai les ressources nécessaires, je peux atteindre mon objectif, et à ce moment-là, c'est le bon stress, c'est le stress positif qui booste, c'est le stress qui va produire de l'adrénaline, qui va nous mettre en mouvement, en action, qui va nous rendre plus intelligents, plus présents, plus efficaces. Mais après, quand le stress devient trop important ou que le stress dure trop longtemps, à ce moment-là, effectivement, ça va déclencher le cortisol, qui est l'hormone du stress, et c'est ce cortisol qui est un véritable poison pour le cerveau et pour l'organisme tout entier. Alors comment ça se manifeste là ? C'est-à-dire que ce qu'on peut considérer, c'est qu'on a d'abord une phase d'alerte, c'est-à-dire qu'effectivement on est face à une situation stressante. À ce moment-là, on a une réaction très rapide qui va faire monter le niveau de stress et dans un premier temps le niveau d'adrénaline. Donc jusque-là, on pourrait dire tout va bien dans cette première phase, si effectivement on trouve les ressources pour fonctionner avec ce stress. Mais si on arrive à une phase trop élevée dans la nature du stress ou dans le temps auquel on est soumis et confronté à ce stress, on va se retrouver dans ce qu'on appelle une phase de résistance, c'est-à-dire que le corps et l'organisme va s'adapter à ce stress. Et c'est pour ça que très souvent, et c'est très caractéristique chez les enfants, on ne ressent pas forcément l'état de stress, parce qu'on est très équipé pour s'adapter au stress. Sauf que c'est le corps, et on en parlera, qui va avoir des stigmates de ce stress qui s'accumulent. Donc on a une phase de résistance, et on ne ressent plus le stress. Alors on a des tas de troubles, mais on ne le ressent plus. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? Et Jean-Martin Bonetti en parlait tout à l'heure. On arrive dans cette phase d'épuisement, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, pour dire les choses simplement, on craque.
le corps n'arrive plus à maintenir cet état-là. Et à ce moment-là, on arrive dans ces phases d'épuisement qui ont été bien décrites dans les milieux professionnels, l'épuisement professionnel, qui est une vraie maladie. Ce ne sont pas des gens qui n'ont plus envie, qui sont plus motivés, qui n'y arrivent plus et qui sont simplement un peu stressés et qui sont dans un état un peu à côté. C'est vraiment une vraie maladie grave qui empêche de penser, qui empêche de marcher, qui empêche de manger, qui empêche de dormir. Enfin, c'est très invalidant. Et effectivement, cette phase d'épuisement, elle est beaucoup plus perfide parce qu'elle est beaucoup plus longue. Avant de descendre du stress, de cet état de stress, ça met extrêmement longtemps et on retrouve de plus en plus de ces manifestations de stress chez les enfants. Alors je voudrais vous demander quelle sorte de stress connaissent les enfants et les adolescents? Alors, pour parler, il est important de bien savoir de quoi on parle. Quand on parle du stress, on parle globalement d'une composante physiologique. Moi, la composante qui m'intéresse un petit peu plus en tant que professionnel de santé mentale, c'est le pendant du stress sur le versant psychologique, c'est-à-dire l'anxiété. L'anxiété, c'est la manifestation psychologique du stress sur le plan physiologique. Et si on fait référence effectivement à cette manifestation psychologique qui est l'anxiété, il y a une classification qui permet de retrouver tout un tas de pathologies, de problématiques qui sont en rapport avec l'anxiété chez l'adulte et aussi chez l'enfant. Il est important de savoir que on a décrit quelques pathologies propres à l'enfant au niveau de l'anxiété, comme l'anxiété de séparation, mais la nouvelle classification des pathologies mentales américaines, qui est une des classifications de référence, a tendance à ne plus trop faire de distinction entre les pathologies qui sont propres à l'enfant, à l'adolescent et à l'adulte. Pour vous, quelle sorte de stress y a-t-il? Mais moi, je pense qu'il y a enfin, bien sûr, après, tout ce qui est anxiété et angoisse, qui sont des autres formes de stress psychologique, c'est-à-dire qui sont finalement tout ce qui va se passer au niveau du mental, tout ce qu'on va se raconter dans la tête, c'est-à-dire la peur de ne pas être à la hauteur, mais c'est ce que disait la personne là, qui témoignait dans le centre rural, la peur de ne pas être comme les autres, le niveau d'exigence qu'on se met, et les enfants se mettent des niveaux d'exigence de plus en plus hauts parce que les attentes sont de plus en plus importantes et je crois que c'est ce qui génère énormément de stress parce qu'il y a un besoin de plus en plus grand d'être conforme, d'être comme les autres et que l'originalité aujourd'hui, au sens propre du terme, est de moins en moins tolérée. Donc, finalement, on est dans la comparaison et on sait que la comparaison sociale, en particulier la comparaison aux autres, est un des facteurs les plus importants qui va générer du stress. Et chez les enfants, ils sont confrontés toute la journée dans leur milieu social et dans leur milieu scolaire à cette notion de comparaison. Je vais vous demander, les enfants de tout âge peuvent connaître le stress, ça va du nourrisson à l'adulte? Oui, Jean-Martin Bonetti parlait de ce qu'on a longtemps appelé l'angoisse de séparation, qui est effectivement cette souffrance anxieuse qu'un enfant tout petit peut ressentir lorsque la figure d'attachement, c'est-à-dire la personne qui prend soin de lui, va pas être suffisamment sécurisante, et toutes les pathologies qui peuvent en résulter. Et d'ailleurs, on sait que la façon dont l'attachement va se faire dans la toute petite enfance, c'est-à-dire le sentiment de sécurité qu'on va pouvoir créer avec la personne qui prend soin de nous, va être une condition qui va permettre à un enfant, à un adolescent, puis à un adulte, d'avoir un niveau de stabilité intérieure, de sécurité, qui lui permettra d'être plus ou moins stressé. On n'est pas tous égaux devant le stress. Jean-Martin Bonnet, est-ce que pour vous, le stress a une prédisposition génétique? Et est-ce que les parents peuvent être une source de stress pour leur progéniture? Alors là, on est en plein milieu du dialogue nature and nurture, c'est-à-dire la nature et l'environnement. Oui, il y a dans le stress une prédisposition génétique. Comme l'a dit Jeanne Siofachin, on n'est pas égaux par rapport au stress. Vous avez des gens qui ont des prédispositions plus naturelles à développer de l'anxiété et d'autres qui ont des prédispositions plus naturelles à être, on va dire, calmes et à ne pas développer d'anxiété dans des situations potentiellement anxiogènes. Il y a une composante, bien entendu, donc génétique, mais il y a également une composante qui dépend de l'environnement, de l'éducation et je dirais d'une manière plus générale des apprentissages. Alors ça, ce sont en quelque sorte les sources, les facteurs qui déclenchent le stress chez l'enfant et l'adolescent. Quels sont les autres facteurs? Il y a beaucoup de facteurs, mais pour rebondir sur ce que disait Jean-Martin Bonetti, c'est que il ne faut pas non plus avoir l'idée qu'on est prédéterminé à vie. C'est-à-dire qu'effectivement, si on arrive au monde avec une composante génétique un peu plus anxieuse, eh bien, si on est dans un environnement apaisant et sécurisant, alors ça va permettre à l'enfant de ne pas développer
sa nature anxieuse. À l'inverse, un enfant moins anxieux au départ, mais qui va arriver dans un milieu particulièrement stressé, anxiogène, va développer des composantes anxieuses dans sa personnalité. Et après, tous les facteurs environnementaux peuvent être des sources de stress, parce qu'il y a des facteurs extérieurs, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a également les facteurs internes, c'est-à-dire tout ce brouhaha, tout ce qu'on se raconte, toutes ces ruminations mentales qu'on a à l'intérieur, qui vont être, par exemple, un enfant qui va pour dire « Oh là là, mais je suis nul, j'y arriverai jamais, je suis pas suffisamment compétent dans telle ou telle chose, je suis pas à la hauteur, je vais décevoir mes parents, je vais décevoir les adultes. » Donc tout ce qu'on se raconte, en fait, qui est un facteur de stress énorme et qui est souvent complètement déconnecté de la réalité de la situation. Ce qu'on se raconte est souvent beaucoup plus générateur de stress que les éléments objectivables du contexte. Que les éléments extérieurs, l'environnement et le contexte familial. Oui, oui. Pourtant, regardez, le divorce avec le départ d'un des parents peut affecter un enfant. L'exemple d'Alex qui, à 4 ans, a développé un stress parce qu'elle a été séparée de sa maman. Elle a vécu avec son papa. Et là, ça n'a pas très bien fonctionné. Regardez. Je suis originaire du Nord. Quand je suis venue travailler en Corse, elle a dû rester avec son papa pendant le temps de la fin de scolarité. Donc ça a été la valeur de 6 mois à peu près, 6-8 mois. Et là, elle a commencé, son père m'a téléphoné affolé. Il retrouvait des cheveux dans le lit, voilà. Alors bon, on s'est posé plein de questions. Moi, je suis revenue de Corse en urgence. On a fait plein d'examens. Et la psychologue m'a dit, en fait, votre fille souffre de trichotillomanie. Donc, en fait, c'était le fait de s'arracher les cheveux, mais comme un tic. Apparemment, c'était dû au stress de l'éloignement. C'est-à-dire que je suis partie assez brutalement pour le travail. On m'appelait. Donc, elle s'est retrouvée sans maman, même si elle m'avait au téléphone tous les jours, mais c'est pas pareil à 4 ans. Hein. Et je pense que c'est ce qu'on m'a dit, c'était le stress de l'enfant, voilà. Je m'ennuyais, donc je m'arrachais les cheveux, c'est un passe-temps. C'est bête, mais c'était un passe-temps. Voilà. Et c'était contre quelque chose? Non, non, je sais pas, c'est venu comme ça, et après j'ai continué, c'était l'habitude, donc j'ai continué. Bon, je l'ai reprise avec moi en Corse, même si j'étais pas finie d'installer, que c'était un peu compliqué. Mais bon, ça s'est un peu calmé. Et elle a eu 3 épisodes comme ça, différents, où elle a recommencé à se ronger les ongles et à s'arracher les cheveux à nouveau. Et la dernière fois, c'était en 2010. Elle avait quel âge, hein? Elle avait 10 ans. Voilà. Et là, j'ai pas conscience... Si. J'étais à Ajaccio et j'allais travailler sur Bastia. Donc il y avait cet éloignement encore. Je me sentais submergée, quoi. Je voyais pas comment... je dis, plus elle grandit, plus elle s'arrache les cheveux, mais où on va? C'était l'enfer. J'avoue que j'en ai pleuré. Je me suis écroulée. Ça, voilà, j'ai appelé son père en disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On a trouvé une personne qui nous a conseillé, qui nous a orientés vers un kinésithérapeute. Il faisait de la une sorte de kinésiologie, mais basée sur des impositions de mains. Et il pouvait donner les dates, les âges où Alex a été choqué, stressé. Voilà. Et il a dit, bon, voilà, j'ai traité par imposition des mains. Il n'a fait qu'une séance. De toute façon, il m'a dit 1 à 3, pas plus. Et c'est vrai que depuis, touchons du bois, on n'a plus de stress. Parallèlement, elle continuait le cheval. Ça, c'est vrai que la relation avec l'animal, elle y est, elle s'épanouit. Elle fait plein d'autres choses aussi. Hein. Elle a fait de la musique, elle a fait de la piscine. Voilà, on a essayé quand même de lui donner plein de portes pour essayer qu'elle s'ouvre, qu'elle essaye plein de choses. Et aujourd'hui, est-ce que tu arrives à gérer ton stress et est-ce que tu es toujours stressée? Je suis toujours stressée, mais j'arrive à le gérer. J'ai des techniques pour ça. Pour l'école, je me dis que je vais retrouver ma meilleure amie, donc ça me calme. Mais sinon, je me dis que ça va aller, que je peux compter sur les gens qui sont avec moi, qui vont me déstresser, ça va aller. Moi, toute seule, en fait, je sais qu'il y aura les autres qui sont là. Donc sinon... Qui vont t'aider. Ouais, voilà. Je sais que je suis stressée quand ma jambe, elle tombe toute seule. En fait, de la faire bouger, je sais pas, c'est con, mais ça me déstresse. Donc en fait, je me focalise sur ma jambe et
Donc ça me déstresse. Je pense qu'il faut être vigilant. Je pense qu'il faut être à l'écoute aussi, qu'il faut essayer de parler. Bon, moi, je crois qu'il faut aussi dédramatiser en tant que parent. C'est-à-dire que si je mets tout sur « Oh mon Dieu, ma fille, t'es stressée, comment ?» Non, je lui dis, il faut se battre, il faut y aller, il faut aller de l'avant. Bon, on vit avec. Je pense que c'est une sorte de trac un peu... Il faut arriver à le vulgariser peut-être pour vivre avec. Mais il y a des tempéraments comme ça. Je pense qu'elle est un peu plus... Son père aussi est très anxieux. C'est un peu de famille. Hein, Tu es suivie par un psychologue Pour moi, j'en ai pas besoin. C'est moi. C'est toi qui arriveras. Ouais, je sais vivre avec. Je suis stressée, mais je vis très bien avec. Donc, ouais. Après, je me dis que ça m'aide à m'avancer. Ça fera ma force de savoir me retenir vers certains trucs. Sinon, voilà. Je vais pas foncer sur le premier truc qui vient. Voilà, je réfléchis à 2 fois et puis voilà, ça m'aide. Quel doit être le rôle des parents face à un enfant ou un adolescent stressé ? Moi, je pense qu'il faut toujours avoir bien en tête qu'un enfant qui est stressé, on ne peut pas le banaliser. C'est-à-dire qu'il y a toujours une souffrance et que c'est important de pouvoir l'entendre correctement et l'accompagner. C'est-à-dire que bien évidemment, on est tous stressés à des moments de nos vies. On a tous, comme on l'a déjà bien dit, besoin du stress pour fonctionner, pour avancer, pour surmonter les obstacles, etc. Mais quand le stress devient trop important, c'est une souffrance qui va s'exprimer de mille et une façons. Chez cette jeune fille, elle se tournicote et tire les cheveux. On voit bien qu'elle manipule de façon un peu frénétique un certain nombre d'objets. Et on comprend bien que c'est une réaction, là encore, vraiment du corps. C'est-à-dire le corps est au centre du processus du stress et que le corps va exprimer le stress de mille et une façons. Mais il y a aussi cette souffrance. Enfin, moi, je suis très sensible, évidemment. Bon, c'est quand même évidemment mon métier, mais je suis très sensible à la souffrance et je crois qu'il faut faire attention de ne pas banaliser le stress en disant bon ben voilà, le stress c'est le mal du siècle et de toute façon il faut vivre stressé, etc. Non, le stress c'est quelque chose qui peut être très invalidant, qui peut être à l'origine de très grande souffrance et qui peut être un réel handicap pour un certain nombre d'entre nous. Il faut le prendre en compte pour ce que c'est vraiment. Il ne s'agit pas de surinvestir le stress et de mettre tout sur le dos du stress, mais il ne s'agit pas non plus de le banaliser à outrance. Jean-Martin, est-ce que le stress, lorsqu'un enfant a été stressé comme Alex à 4 ans, est-ce qu'elle peut rechuter là? Elle dit, moi quand je sens que je suis un peu stressée, maintenant je le gère, et puis voilà, ça passe. Il y a des rechutes comme dans certaines pathologies. Alors, bon, évidemment qu'il y a des rechutes. On peut rechuter sur n'importe quelle pathologie. Je ne suis pas complètement persuadé qu'elle gérait véritablement son stress. De ce que j'ai vu lorsqu'elle en parlait, je pense que le problème n'était pas complètement résolu. Mais enfin bon, ça c'est un avis qui est personnel. Et je rebondis sur ce qu'a dit Jeanne Siofachian. Je fais passer un message un petit peu philosophique, mais elle a raison de dire qu'il ne faut pas banaliser. On est vraiment dans la notion, vous savez, la vieille notion latine de in media virtu, c'est-à-dire que c'est vraiment dans le juste milieu qu'on peut avancer, qu'on peut trouver la solution. Donc ne pas le banaliser, et puis d'un autre côté non plus ne pas le dramatiser parce que c'est catastrophique. Moi je vois beaucoup d'adolescents qui viennent pour des problèmes effectivement d'anxiété. L'anxiété c'est une des pathologies qui est la plus pourvoyeuse de problématiques. C'est une des plus fréquentes en termes de santé mentale, il ne faut pas l'oublier. Et effectivement, il faut arriver à faire passer ce message en expliquant aux parents, on va peut-être en parler, comment rester dans cette zone de tolérance où il ne faut pas qu'il y ait trop de stress parce que c'est une pathologie qui peut être très pathogène et très délétère. Et d'un autre côté, il ne faut pas le banaliser parce que pour le coup, le stress peut être pourvoyeur aussi de syndrome dépressif très grave. Alors aujourd'hui, bon, il y a l'environnement familial, l'environnement tout court. Et aujourd'hui aussi, il y a l'école qui stresse ses enfants. L'école n'est plus un long fleuve tranquille. Alors, le stress scolaire est-il lié d'abord aux examens ou se déclare-t-il de plus en plus tôt? Moi, je me souviens d'une maman qui vient un jour me voir avec une micro-fille à couette qui avait à peine, même pas 3 ans, je crois, et qui me dit, voilà, je viens vous voir parce que je suis extrêmement stressée. Ma fille va rentrer à l'école au mois de septembre et je ne sais pas ce que c'est que d'être une maman d'une enfant qui va à l'école. Donc on était dans l'anticipation anxieuse de la scolarité et de ses enjeux. Donc effectivement, l'enjeu de réussite scolaire est au centre des préoccupations. Il faut savoir que 85% des motifs de consultation en psychologie de l'enfant et de l'adolescent, et quels que soient les lieux de consultation, sont liés à des motifs autour de l'école. C'est-à-dire que l'école va être finalement la partie émergée de l'iceberg sur laquelle les parents vont s'inquiéter. Moi, je suis très frappée de voir que
quelquefois, des enfants, effectivement, peuvent avoir un certain nombre de tics, comme cette jeune fille, ne mangent plus, s'enferment dans leur chambre, passent des heures et des heures sur les jeux vidéo ou n'importe quel autre type de manifestation. Les parents ne s'inquiéteront jamais aussi vite que lorsqu'ils recevront 2 trimestres de suite un bulletin de notes catastrophique. C'est-à-dire que l'école et la scolarité est devenue, d'une certaine façon, un baromètre de santé publique. Et je pense qu'effectivement, les enjeux de l'école, et comme on le disait, les enjeux de réussite à l'école, et qui sont erronés, qui sont des représentations collectives, c'est-à-dire comme si la réussite scolaire était un gage de réussite de vie. On sait bien tous que ça n'a rien à voir. Et pourtant, la pression autour de l'enjeu de la réussite scolaire est devenue vraiment au centre des préoccupations, mais même des discussions dans les familles. Jean-Martin, c'est ce que vous constatez, vous? C'est-à-dire une demande en termes de performance au niveau de l'école, ça oui, hein, je vois. Je peux comprendre, je comprends tout à fait le message de Jeanne Siofachin, parce que c'est vrai que je suis tellement confronté à ces problématiques de performance scolaire avec tout l'effet délétère que ça peut avoir chez les adolescents. Je vous dis, moi j'ai vu des adolescents qui étaient hospitalisés dans mon unité pour syndrome dépressif grave, uniquement parce qu'on était dans des problématiques autour de la scolarité, des fois avec des parents qui entretiennent bien sûr ça. Alors je comprends quand elle dit ça n'a rien à voir, je dirais ça a un petit peu à voir, parce qu'on a tous envie que nos enfants réussissent, mais je comprends son message, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire comprendre aux gens qu'une vie heureuse et réussie, ça n'est pas une vie qui est basée sur la performance. Ça, c'est dur de faire comprendre ça aux gens. Et qu'un enfant performant à l'école, et en particulier les filles, parce que les filles ont des surcapacités d'adaptation scolaire et peuvent être d'excellentes élèves et peuvent aussi être profondément inquiètes parce que justement elles sont toujours dans des anxiétés de performance et des enjeux de réussite énormes. Je ne suis pas en train de dire que quand on a des bons résultats à l'école, il faut aussi s'inquiéter que l'enfant est stressé. Hein. Ce n'est pas non plus ce que je suis en train de dire non plus, hein, attention. Alors, vous dites à un moment donné dans votre ouvrage que 10 à 20% des enfants et des ados d'âge scolaire sont anxieux. Vous voulez parler de l'anxiété, justement. Alors, est-ce que l'anxiété, l'angoisse, la panique, le stress post-traumatique, est-ce que tout ça, tous ces troubles sont liés, fortement liés au stress? Est-ce qu'ils ont les mêmes conséquences? Est-ce qu'ils ont les mêmes causes sur l'enfant et l'adolescent? Alors, vaste sujet. Je vais essayer de synthétiser pour faire très simple et très court. Oui, ils sont liés au stress. Il y a toujours un facteur de stress, un stimuli qui a une valeur pathogène, qui va déclencher toute une série de symptômes. Donc, si on prend l'anxiété au sens large, hein, c'est la grande famille des troubles en rapport avec l'anxiété. Vous avez différentes pathologies. Vous en avez cité quelques-unes, Angelina, c'est-à-dire l'état de stress post-traumatique, qu'il soit aigu ou chronique. Et puis, vous avez des pathologies anxieuses. Effectivement, on a parlé tout à l'heure de l'anxiété de séparation, mais aussi des pathologies bien identifiées, notamment sur le versant phobique. Des phobies sociales, ce qu'on appelle maintenant le trouble anxieux social. Ce sont des gens qui sont très handicapés dans les situations sociales. C'est le regard des autres qui leur pèse beaucoup. Et puis ensuite, vous avez des pathologies plus spécifiques comme le TOC ou d'autres pathologies anxieuses qui sont dues à des maladies ou la prise de médicaments. Mais c'est vrai que d'une manière générale, cette anxiété, elle est due à un facteur de stress environnemental qui va avoir un effet pathogène sur l'organisme et une adaptation, on revient sur le schéma qu'on a vu tout à l'heure, une adaptation qui n'est plus efficace et qui va faire souffrir le sujet. Alors, le stress est-il un mal insidieux? Quels sont les symptômes et comment les parents peuvent le repérer? Quels sont les signes? Est-ce que ce sont des signes cachés qu'on ne voit pas On peut tout voir. On peut voir effectivement des signes qui apparaissent de manière très très progressive. Hein. Ça peut être par exemple le cas effectivement où j'ai parlé des troubles anxieux sociaux avec des gens qui petit à petit vont présenter des difficultés en situation sociale. Moi j'en vois des adolescents et ensuite ça va avoir tout un tas de répercussions notamment sur leur cognition et leur manière de s'estimer eux-mêmes. Mais on peut avoir aussi des signes qui sont très aigus. Si vous prenez le cas d'un état de stress post-traumatique, après un choc émotionnel très violent, vous pouvez avoir des manifestations de stress comme des troubles graves du sommeil, sur le plan émotionnel, des pleurs ou des choses de ce type-là. Et beaucoup de manifestations somatiques chez les petits, hein, c'est-à-dire des maux de ventre avant de partir à l'école ou le soir avant de s'endormir, des démangeaisons, du mal au crâne, vraiment des difficultés alimentaires qui peuvent être bénignes, minimes ou beaucoup plus sérieuses. Bien évidemment, tout ce qui peut se tourner autour du sommeil. Et puis, effectivement, c'est-à-dire que, pour revenir encore un instant à l'école, c'est-à-dire que certaines difficultés scolaires sont uniquement liées à l'anxiété. Parce qu'en fait, quand on est anxieux,
C'est un peu comme si on avait une chaîne cryptée sans le décodeur. C'est-à-dire que ça embrouille complètement l'esprit et il n'y a rien qui peut entrer dans le système cognitif et le système d'apprentissage, et rien qui peut être restitué. Et c'est uniquement à cause de l'anxiété. Et si on ne le détermine pas, on va dire à un enfant, on va donc stigmatiser cet enfant en disant « il est paresseux, de toute façon il a un poil dans la main, de toute façon il ne travaille que quand il a envie ». Non, il travaille que quand il arrive à travailler et quand il est dégagé de cette anxiété et de ce stress qui vraiment le ronge, pour reprendre votre expression tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des formes de stress qui peuvent être violents ? Oui, tout à fait. Est-ce qu'un enfant stressé ou un ado peut être violent et chez lui ou à l'extérieur de l'école, par exemple? Des formes de stress violent, c'est-à-dire des manifestations aiguës dues au stress qui se symptomatisent par de l'agressivité ou par de la violence, ça peut se voir, bien entendu, ça peut se voir. Et je rebondis sur ce qu'a dit ma collègue tout à l'heure. L'anxiété, lorsqu'elle est trop importante, effectivement, est très, très pourvoyeuse de difficultés sur le plan intellectuel. L'anxiété, ça parasite la mémoire, et on a des troubles de la mémoire, effectivement, lorsqu'on est soumis à des doses d'anxiété beaucoup trop importantes. Est-ce que le stress peut attaquer notre capital santé? Quelles sont les conséquences? Oh oui. Oh oui, bien sûr. On parlait tout à l'heure du cortisol, c'est-à-dire le cortisol, je le disais, c'est vraiment un poison pour l'organisme. Et effectivement, ce cortisol qui va être en excès et qui va être régulièrement sécrété va être à l'origine d'un nombre considérable, en cascade d'ailleurs, de pathologies plus ou moins sévères et progressivement nous affaiblit parce que ça affaiblit notre système immunitaire. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre le stress, le stress négatif, on va dire, puisque gardons toujours à l'esprit qu'on a besoin du stress pour vivre. Et ça, c'est aussi un message qu'il faut passer à nos enfants. Tu es stressé, ok, c'est bien, tu en as besoin. Et ensuite, effectivement, le lien entre le stress négatif et la physiologie et l'affaiblissement du système immunitaire peut être une espèce de porte d'entrée à de très nombreuses pathologies qui sont a priori très éloignées des pathologies anxieuses. Alors justement, Jean-Martin, quelles sont les pathologies liées au stress? Vous pouvez voir, il y a la dépression. Alors, les pathologies en rapport avec la santé mentale, effectivement, ce sont tout le cortège des symptômes dépressifs, les pathologies post-traumatiques. On peut voir les fameux troubles obsessionnels compulsifs qui sont en rapport avec le stress. On peut voir des troubles du sommeil. On peut voir des troubles type, donc, je l'ai dit tout à l'heure, de troubles anxieux sur le plan social. Ce sont des gens qui sont complètement inhibés dans leur relation avec les autres. Donc, c'est très vaste. Et sur le plan somatique, effectivement, on peut pratiquement tout voir, absolument tout voir. Et lorsqu'un stress n'est pas résolu, c'est la dépression. Est-ce que vous avez reçu des enfants dépressifs? Des enfants dépressifs dus à l'exposition à des stress, qu'ils soient ou aigus ou même subaigus, mais répétés dans le temps. J'aurais envie de vous dire, Angelina, c'est quasiment mon pain quotidien. Oui. Est-ce que les symptômes sont les mêmes que chez l'adulte? Alors, chez les enfants, les symptômes dépressifs ne sont pas forcément superposables à ceux de l'adulte. On voit des choses qui sont un petit peu différentes, avec des enfants qui manifestent pas forcément les symptômes cœur de l'adulte, sont pas forcément tristes. Ça peut être des enfants qui bougent beaucoup, qui sont très agressifs, ou qui ne jouent plus, qui ne s'investissent plus dans les activités, ou qui ont des troubles cognitifs, des difficultés de concentration. Mais on peut voir aussi des symptômes qui miment ceux des adultes. Dans votre ouvrage, vous parlez également de burn-out. C'est assez surprenant chez les enfants. Ils ne travaillent pas, Est-ce que c'est un phénomène nouveau? Moi, je trouve que c'est un phénomène inquiétant. Et effectivement, c'est un phénomène, en tout cas, qu'on rencontre de plus en plus dans nos consultations de l'enfant, avec effectivement des enfants et des adolescents qui arrivent à des stades de stress où ils en peuvent plus. D'ailleurs, aujourd'hui, les ruptures scolaires anxieuses, et les phobies scolaires sont quand même parmi les troubles qui sont exponentiels en psychologie de l'enfant et de l'adolescent, et en particulier chez l'adolescent, mais de plus en plus jeunes. Moi, j'ai pas vu pendant des années d'enfants de 7, 8, 9, 10 ans qui avaient ces pathologies de rupture scolaire anxieuse. Mais aujourd'hui, on les voit, et des enfants qui sont malades du stress. Est-ce que ça peut conduire au suicide à un moment donné? Bien sûr. Incontestablement. Vous avez une ligne, un processus de continuité entre exposition au stress, syndrome d'épuisement, c'est-à-dire phase d'épuisement comme on l'a vu tout à l'heure,
symptômes dépressifs et qui ensuite ouvrent la porte directement à un passage à l'acte suicidaire. Donc Tout il est faut que les possible. parents soient très 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 vigilants. Il faut que les parents soient vigilants et en tout cas qu'ils n'hésitent pas à consulter s'ils sont inquiets et puis surtout qu'ils écoutent ce qu'on leur dit quand on leur dit effectivement de faire certaines choses. Alors justement, on connaît les causes maintenant, les conséquences, les responsables, et Dieu sait s'ils sont nombreux, mais comment prévenir et soigner le stress chez l'enfant et l'adolescent? Lorsque le stress s'installe, faut-il agir rapidement? Oui, bah, de toute façon, il vaut toujours mieux dans nos métiers être dans la prévention plutôt que dans l'intervention. Et que si pour des tas de raisons, on a effectivement un enfant chez lequel les possibilités anxieuses semblent effleurées, plus on agira en amont, plus on aidera au mieux cet enfant et on l'accompagnera pour éviter l'explosion et l'expansion du stress. Et je pense qu'on a tous un rôle à la fois collectif à jouer et un rôle individuel, ne serait-ce que pour entendre, et quand je dis entendre, je voudrais bien me faire comprendre, c'est-à-dire que l'enfant soit reconnu dans la souffrance qui est la sienne et dans les difficultés qui sont la sienne pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire que vraiment qu'il y ait une qualité de présence d'un parent, je vais employer un grand mot, mais bienveillant, c'est-à-dire il y a une difficulté, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Plutôt que tout de suite dire, oh là là, mais alors ça va pas, mais tu comprends, si tu commences comme ça, on va jamais s'en sortir, et après ça va être terrible pour toi, etc. C'est-à-dire dire, ok, on comprend qu'il y a quelque chose qui est difficile, comment on peut faire pour t'aider, pour te soulager, pour t'accompagner au mieux. Ça, c'est la place des parents. Ça, c'est la place des parents d'abord. Mais vous avez créé il y a quelques années des centres, les fameux Cogito Zen, où vous accueillez des enfants et des adolescents stressés. Qu'est-ce qui vous a conduit, avant d'aller voir comment se passent vos séances, qu'est-ce qui vous a conduit à monter ce type de structure? Est-ce que vous avez, à un moment donné, senti que les institutions ne jouaient pas le jeu, ou ne preniez pas suffisamment en compte le stress de l'enfant? Bah, en tout cas, la façon dont ces centres ont émergé, c'était cette nécessité qui m'a paru importante d'avoir des centres de consultation de psychologie généraliste où effectivement l'enfant était pris dans sa globalité et en particulier où on avait cette possibilité de faire des bilans complets pour mettre un peu à plat ce qui se passait plutôt que de partir dans des interprétations ou des représentations quelquefois un peu farfelues. De faire vraiment une carte du territoire pour savoir qu'est-ce qui se passe avec cet enfant-là à ce moment-là de son histoire et comment on va repérer ses ressources. C'est très important pour nous, pour moi, d'aller chercher les ressources aussi et pas toujours aller chercher les difficultés. Et puis bien comprendre la nature des difficultés pour pouvoir apporter l'aide précisément adaptée. Et puis, mon cheminement de vie de psy m'a amené à rencontrer la méditation de pleine conscience, donc cette pratique venue des États-Unis et dont l'objet essentiel est la réduction du stress, avec énormément de recherches qui valident cet outil et avec une pratique qui est de plus en plus maintenant inscrite dans l'univers de l'enfance et ça me paraissait essentiel de pouvoir proposer ça aux enfants. Eh bien, nous allons tout de suite nous rendre dans un de vos centres où nous avons rencontré des enfants de 8 à 11 ans et également les parents. On regarde. Pour Lubin, 8 ans, qui vient d'intégrer le CM2, l'école n'est pas un long fleuve tranquille. Ses parents sont désemparés. C'est pas son stress tant qu'on avait mal à gérer, c'est qu'il posait énormément de questions et il était tout le temps en train de nous reposer les mêmes questions. C'était le pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Et à des moments, c'était très difficile à gérer à la maison. Pour passer ce cadre difficile, il pousse la porte du Centre français de diagnostic et de prise en charge des troubles des apprentissages scolaires, où il apprend à gérer son stress. Je suis moins stressée. J'ai plus peur d'aller à l'école le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Comme Lubin, Marianne, 11 ans, Théa, 10 ans et Anne, 8 ans, sont victimes du stress. Aidées par un psychologue, nos petites têtes blondes vont durant 1 heure, à travers des exercices ludiques, de méditation et de prise de parole, dire comment ils se sentent aujourd'hui. Alors, on va apprendre à être plus tranquille, un peu moins stressé. Tu vois, par exemple, Théa, lâcher un peu tes bras. Parce que souvent, regarde, tu vois, Marianne aussi, toi, tu es un peu comme ça. Souvent, quand on est un peu comme ça, c'est que quand même, on a un peu la trouille. On ne sait pas très bien de quoi, mais c'est qu'on a quand même un petit peu la trouille.
Le stress est au cœur aujourd'hui de la consultation de l'enfant et de l'adolescent et représente une demande de consultation de plus en plus importante. Moi, je suis assez étonnée de voir à quel point aujourd'hui on trouve des enfants dans le milieu scolaire qui présentent des pathologies qui sont très proches de celles de ce fameux burn-out, de l'épuisement professionnel que l'on trouve dans les entreprises. On a des enfants qui sont malades du stress. On va juste respirer comme d'habitude et simplement voir si on peut bien le sentir quand on respire. Que l'air rentre, que l'air ressort tranquillement. On peut ouvrir les yeux. Est-ce que toi, il y a des moments particuliers où tu sens plus le stress? Oui, pendant l'école, j'ai mal au ventre, à la tête. Tu disais aussi que quelquefois ça t'arrivait quand tu avais peur de ne pas trouver ta salle de classe? Oui. Parce que tu es rentrée en 6e, c'est ça? Oui. Et que du coup ça fait peur la 6e? Un petit peu au début. Eh oui, parce qu'on se demande toujours si on va être au bon endroit, au bon moment. Oui, c'est ça. J'ai envie de tomber. Tu as l'impression que tu vas tomber? Oui. Et alors comment tu fais dans ces moments-là, quand tu sens les moments où tu as un peu un malaise, un vertige? Comment tu fais pour essayer d'aller mieux? Je pense à des choses agréables et puis j'essaye de me concentrer sur ce que je dois chercher et ça m'aide mieux. D'accord. On va essayer, chacun pour soi, de dessiner sur le bonhomme quand on est stressé. On va faire des formes, on va faire des couleurs sur le bonhomme pour savoir où est-ce qu'on le sent dans le corps. D'accord? Donc il y a plein de feutres, chacun fait comme il veut, on s'en fiche complètement. Ce qu'on propose beaucoup aux enfants, c'est de faire des bilans, c'est-à-dire de faire des explorations à la fois du fonctionnement intellectuel, de l'intelligence, de la façon de penser, mais aussi de la personnalité, toute la sphère affective, pour faire une sorte de carte du territoire, pour savoir comment précisément on va aider cet enfant-là à ce moment-là de son histoire. Ces enfants en sont à leur 4e séance et les effets sont positifs. D'accord. C'est bon? Je vois que tu as mis un peu plus que tout à l'heure. Oui, je me sens bien et je suis moins stressée. Tu as mis 9, donc ça veut dire que tu te sens mieux. Je me sens très bien et c'est pour ça que j'ai mis 9. D'accord, parce que tu te sens bien dans ton corps. Oui. Et là, comment tu te sens alors, toi? En 9. Alors, ça veut dire quoi, se sentir un 9? Et je me sens très bien. Tu te sens très bien? Et dans ton corps, tu te sens comment? Ça te fait quoi dans ton corps? Pareil. Par rapport au bonhomme de stress de tout à l'heure, comment tu te sens? Mieux. Tu te sens mieux que tout à l'heure? Super. Oui. On va juste faire un dernier tout court petit moment en fermant les yeux, comme si on était tous reliés ensemble. Et du côté des parents, il y a eu une véritable amélioration. Petit à petit, au cours de son suivi, elle a petit à petit pris confiance en elle. Sa relation aux autres s'est améliorée. Elle est allée à l'école avec de plus en plus de plaisir et elle s'est ouverte. Elle s'est ouverte aux autres. Elle sent qu'on s'intéresse un peu plus à elle, à ce qu'elle a, à ses difficultés. Donc elle est un peu plus concentrée. En ce début d'année, voilà, c'est mieux. La façon dont elle est traitée, la façon dont elle a appris à elle-même à gérer son propre fonctionnement qui est différent de celui des autres, fait qu'aujourd'hui elle est beaucoup plus à l'aise dans la vie et c'est une très bonne chose. Jean-Martin, que pensez-vous de ce type de structure? Est-ce qu'en Corse, on a une structure Jean-Martin doit parler sous contrôle. Ou alors, on manque de structure pour prendre le stress? Non, j'en pense le plus grand bien, mais pas parce que je suis de parti pris. Plus personne n'est là pour discuter l'efficacité donc de la mindfulness chez les adultes, chez les adolescents et chez les enfants, puisque
Jeanne Sofachin s'est spécialisée là-dedans. Ce sont des techniques qui sont éprouvées. Il y a des papiers, il y a des publications là-dessus depuis des années. Aux États-Unis, ils ont publié là-dessus, donc ils ont beaucoup d'avance sur nous. Et c'est dommage que ces techniques ne prennent pas encore suffisamment l'essor qu'elles devraient prendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient en bénéficier. Moi, je ne la pratique pas, la mindfulness, de manière, je dirais, régulière, mais dans mon unité d'hospitalisation, on fait de la mindfulness occasionnellement avec des adolescents qui souffrent de syndrome dépressif ou de syndrome anxieux. Donc voilà, je voudrais juste faire un petit peu de pédagogie, si vous me donnez 40 secondes, parce que je fais un petit clin d'œil à ceux qui pensent que les thérapies cognitives et comportementales ne sont, on nous dit souvent, les comportementalistes. Il y a trois... Jean-Martin, excuse-moi, est-ce qu'on pourrait juste dire aux téléspectateurs que mindfulness, c'est le mot anglais pour dire méditation de pleine conscience. Méditation de pleine conscience, tout à fait, oui, tu as raison de le préciser. Vous avez 3 axes d'attaque, c'est-à-dire les comportements, vous prenez un triangle, vous avez les comportements, les pensées ou les émotions. Et les thérapies cognitives et comportementales utilisent ces 3 axes d'attaque. On se résume toujours au comportement, en disant le comportement, mais on peut aussi travailler sur les pensées, Jeanne l'a dit tout à l'heure, mais on peut aussi travailler directement sur le noyau émotionnel, ce qu'on appelle maintenant la 3e vague des TCC, et la mindfulness est un des grands axes, effectivement, de travail, en travaillant directement sur les noyaux émotionnels, avec des techniques sur lesquelles on ne va pas s'étaler ici, mais qui, en tout cas, ont fait la preuve de leur efficacité sur le plan scientifique. Et quand les gens vous disent on va mieux, je vous assure, on les a pas payés, on leur a pas dit dites que vous allez mieux, ça marche. Ça marche vraiment. Combien d'enfants vous avez 3 centres, hein, Paris, Marseille, Aix. Combien d'enfants recevez-vous et combien de séances pour arriver à un tel résultat? Alors, on reçoit beaucoup d'enfants, hein, parce qu'effectivement, on est une grosse équipe, hein, on est 25 psy, donc c'est quand même des grosses équipes sur les 3 centres. Donc, on a des milliers de dossiers et on voit plusieurs centaines de familles, de patients par an. Des enfants corses qui viennent de Oui, Corse. bien sûr. On reçoit des enfants corses. On en reçoit entre 50 et 60 à peu près par an, hein, ce qui est quand même beaucoup. Énorme, mais bon, mais parce que effectivement, en particulier, les programmes tels qu'on a pu le voir dans ce reportage, les programmes de méditation de pleine conscience ou mindfulness pour les enfants, ce sont des programmes qui sont assez courts. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'introduire ces pratiques. Ce sont des programmes en 6 séances pour les enfants d'environ 1h15. Donc c'est 6 fois 1h15. Tout d'un coup, le calcul mental m'échappe, mais ça fait quoi, à peu près 9 heures, 8-9 heures. C'est ça. Donc c'est rien dans la vie d'un enfant, sauf que on leur donne les outils pour apprendre à réguler eux-mêmes leur état émotionnel et leur stress, c'est-à-dire pour les rendre indépendants par rapport à leur état et ne plus être dans cette nécessité d'être en lien avec un thérapeute. On leur rend leur liberté. Et c'est très court. Et les adultes, c'est pareil. Ce sont des programmes en 8 séances de 2 heures cette fois. Donc là, ça fait 16 heures, c'est plus facile. Et donc 16 heures dans une vie. Et comme le reprécisait Jean-Martin Bonetti tout à l'heure, il y a de façon exponentielle des études toujours plus importantes qui disent que oui, ça marche. Que oui, ça marche sur le stress, sur la dépression, sur le système immunitaire, sur les problèmes cardiovasculaires, sur les problèmes de pression artérielle, sur les pathologies lourdes et chroniques, etc. Oui, ça marche. Est-ce que des études validées sur le plan scientifique avec la même rigueur scientifique avec laquelle on évalue des médicaments contre placebo, hein, je tiens à le dire. Hein. Alors justement, pour quelle raison ce type de méthode n'entre pas définitivement dans les hôpitaux, même si vous pratiquez un petit peu, et pourquoi pas dans les écoles, auprès des enseignants? Mais nous, on le fait beaucoup, hein. Nous, on le fait, mais parce que il faut du temps pour que les choses se mettent en place, il faut du temps pour changer les mentalités, il faut peut-être aussi du temps pour transformer la perception qu'on a de la psychologie. Dès qu'on dit qu'on va voir un psy, on se dit que peut-être que c'est parce qu'on est fou. Non, c'est définitivement plus ça. Et 2, on imagine qu'on va s'allonger sur un divan pendant 10 ans et qu'on va raconter sa vie. Non, ça c'est fini. Ou plus exactement, ça devrait vraiment être fini aujourd'hui parce que c'est pas ça qui fait la preuve d'efficacité contemporaine. Donc, je crois qu'il y a des mentalités à changer et puis je crois qu'il y a des habitudes de psy à changer, des façons de travailler avec les enfants, avec les ados, avec les adultes qui doivent être changées. Et dans les écoles, moi, je fais beaucoup de formations, d'interventions auprès des enseignants pour qu'ils le fassent dans leur classe, c'est-à-dire pour leur transmettre l'outil, simplement leur transmettre l'outil. Est-ce que ça change un petit peu le regard qu'on peut avoir sur les psychiatres, les pédopsychiatres, les psychologues?
Des fois, les gens viennent me voir en consultation, ils me disent oh, c'est rigolo, on n'avait pas l'air d'un psy. Et puis quand ils commencent à travailler un peu avec moi, vous travaillez vraiment pas comme les psys tels qu'on se l'imagine. Bon, il faut savoir que la nouvelle génération, non, parce qu'ils n'ont pas connu effectivement les anciens schémas, effectivement des psys. Oui, effectivement, ça change un regard, puisque on apporte, je dirais, une image plus dynamique, optimiste, impliquée dans la thérapie et active, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, le psy, c'était quelqu'un vraiment qui vous regardait, qui grommelait comme ça en vous écoutant, alors que là, maintenant, le psy, c'est vraiment quelqu'un d'actif, qui s'implique, qui mouille sa chemise avec vous, et ça, c'est payant. Et qui va chercher des solutions, et qui va chercher des solutions et qui va accompagner ces solutions, et pas des solutions miracles. Et qui met de côté les médicaments. Il n'y a pas de traitement pour le stress. Pas forcément, pas mais forcément. en tout cas, qui n'est pas dans la recherche de prescription a priori, ça c'est sûr. Ou à tout prix. Ou à tout prix. Alors que peut faire un parent face au stress de l'enfant? Rapidement, un conseil. Et ensuite, je vais présenter votre livre parce que là, ils vont trouver des idées. Mais moi, je pense que déjà, si les parents et les enfants apprenaient à respirer ensemble, en prenant un moment où on est juste avec son enfant et qu'on se relie à sa respiration, cette possibilité d'être tout d'un coup vraiment parents et enfants dans un moment tous les deux, ça marche. Jean-Martin? Informez-vous et faites des démarches auprès de personnes référencées parce qu'il existe des techniques toutes simples qui coûtent pas cher et qui peuvent rapporter gros. Et puis, pour en savoir plus et pour vous aider à aider vos enfants et vos ados, je vous conseille votre livre, Jeanne Suot-Fachin. Tout est là, juste là, un très bon livre où vous aurez plein d'idées, plein de pratiques à faire avec vos petites têtes blondes. Avec voilà. un CD. Et un CD à l'intérieur, voilà, qui vous accompagnera. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée. À très bientôt.